En 2016, Bombardier a livré le premier avion C-Series, un jet conçu de toutes pièces pour dominer le marché des 100 à 150 sièges. Boeing a eu la chance de l'acheter, de s'associer dessus, même de le co-développer. Ils ont laissé passer. Puis, ils ont essayé de le tuer avec un tarif de 292%. Ça n'a pas marché. Au contraire, Airbus est arrivé, a repris tout le programme et l'a rebaptisé A220. Cet avion compte aujourd'hui 940 commandes. Il vole pour Delta, JetBlue, Air France. Et Boeing, ils n'ont rien pour rivaliser. Le 737 MAX 7, trop grand, trop lourd pour tenir tête à la famille d'appareils maintenant connus sous le nom d'A220. Alors, comment le plus grand constructeur aéronautique au monde a-t-il offert un avion à son plus grand rival ? Voici cette histoire. Début des années 2000. Le monde de l'aviation évolue. Les compagnies veulent des petits jets régionaux pour les trajets courts. Elles veulent de gros monocouloirs pour les grandes lignes. Mais ce marché intermédiaire, la gamme des 100 à 150 sièges ? Lorsque les compagnies réclament un avion moderne dans ce segment, Boeing n'a rien à offrir. Le 737-100 ? Bien sûr, mais trop lourd, trop de niche pour que ça soit rentable. Boeing avait déjà étiré le 737 plusieurs fois, du 100 au 737 MAX, intégrant des compromis structurels comme un poids à vide plus élevé qu'un design inédit aurait pu éviter. Mais voilà ce que Boeing a raté. Des A318 vieillissants un peu partout en Europe. Des 737-500 vieillissant aux États-Unis. Le prix du carburant qui grimpe. Et des compagnies en quête d'efficacité dans un segment que Boeing a purement laissé tomber. Bombardier a vu l'opportunité que Boeing a ignorée. En 2008, ils ont pris une décision qui allait changer l'aviation commerciale. Pas juste un simple allongement d'un ancien modèle, ils construisaient un tout nouvel avion de zéro. Un vrai nouveau départ. Le C-Series promettait une révolution. Aile composite inédite. Moteur Pratt & Whitney à engrenage avancé. Fuselage léger. Les chiffres ? 20% de consommation en moins que tout ce qui existait dans cette catégorie. Du bruit en moins. Le confort des grandes lignes dans un format plus compact. Le C-Series arrivait en deux versions. Le plus petit CS100, 100 à 120 sièges, devenu A220-100, et le plus grand CS300, 120 à 150 sièges, devenu A220-300, tous deux optimisés pour des trajets entre 100 et 3000 milles nautiques avec un confort digne des grandes lignes. La réaction de Boeing ? Rien. Pas de contre-programme, pas de tentative d'achat, pas d'offre de partenariat. Mais ce que Boeing n'a pas compris, c'est que cet avion allait révéler tous les défauts de sa stratégie. Et les conséquences allaient mettre des années à se manifester pleinement. La C-Series entame ses essais en vol. Et les résultats secouent l'industrie. Des chiffres d'économie de carburant impressionnants. Des opérations très silencieuses, parfaites pour les aéroports urbains sensibles au bruit. La cabine ressemble à un vrai avion monocouloir, pas à un régional. La configuration 2.3 comprend des sièges larges de 18,3 pouces et des fenêtres plus grandes que celles du 737, offrant une expérience passager haut de gamme que les anciens jets et les e-jets ne peuvent pas égaler. Les compagnies aériennes prennent note. Swiss devient l'opérateur lanceur en 2016. Leurs pilotes vantent les qualités de pilotage, le confort de la cabine, des performances qui dépassent toutes les attentes. Puis il y a Air Baltic. L'ex-CEO Martin Gauss devient le plus grand défenseur de l'appareil. Il le qualifie de révolution pour sa compagnie. Sous la direction de Gauss, la compagnie décide de standardiser sa flotte sur l'A220, saluant son exceptionnelle économie de carburant et ses avantages opérationnels. Il se forme même comme capitaine sur C-Series, puis A220. C'est dire sa confiance dans ce jet. Air Baltic prouve rapidement ce que la C-Series peut faire. Des liaisons longues et fines vers Abu Dhabi, Dubaï, Tenerife. Des vols courts et fréquents dans les pays baltes et en Europe. Gauss décrit cela comme l'efficacité d'un low-cost avec la connectivité d'une grande compagnie réseau. L'avion devient la pierre angulaire du modèle économique d'Air Baltic. Les premiers utilisateurs s'étendent au-delà de l'Europe. Korean Air commande 10 CS300 en 2011, misant sur le jet pour ses routes asiatiques, démontrant son attrait mondial avant le méga contrat de Delta. Parce que le vrai séisme va survenir en 2016. Delta Airlines commande 75 C-Series CS100, 50 options supplémentaires. La flexibilité de choisir la CS300, abandonnant les plans d'intégrer l'Embraer E190.
Delta, un poids lourd américain, en plein territoire Boeing. Et pourtant, elle passe une commande énorme à Bombardier. Boeing comprend soudain qu'il a fait une erreur. Ce n'est plus un produit de niche. La C-Series est devenue une menace compétitive sérieuse. Et Boeing n'a strictement rien pour rivaliser. Le 737-700, dépassé, gourmand en carburant. Le 737 MAX 7, trop lourd, trop compromis par ce vieux design de fuselage des années 60. Le 717, déjà dépassé à l'époque, la production a cessé en 2006. La C-Series fait exactement ce que Boeing aurait dû faire 10 ans plus tôt. Et maintenant, ses limites sont bien visibles. Maintenant que tout ça est dit, vous vous demandez sans doute ce que va faire Boeing. Va-t-elle innover? Construire enfin un concurrent? Non. Ce qu'elle va faire, c'est engager des avocats. Et cette décision va s'avérer catastrophique. Avril 2017. Boeing dépose une plainte commerciale officielle. Il accuse Bombardier de vendre ses jets à prix cassé sur le marché américain. Son argument, Bombardier a vendu 75 C-Series à Delta pour environ 19,6 millions de dollars chacun, bien en dessous de leur coût de production qui est estimé à 33,2 millions. Imaginable seulement, selon Boeing, grâce à d'énormes subventions du gouvernement canadien. Boeing réclame des tarifs écrasants, 292% de droits d'importation. Ce qu'ils veulent, c'est tout simplement interdire les C-Series aux États-Unis. Certains notent l'évidence, Boeing n'a même pas proposé à Delta de produits équivalents. Les experts du secteur parlent de protectionnisme. Le Canada réagit avec colère. Le ministre de la Défense, Harjit Sajjan, critique publiquement Boeing lors d'une conférence industrielle, déclarant que ces pratiques ne sont pas celles d'un partenaire de confiance. Le Premier ministre Justin Trudeau avertit que le Canada pourrait carrément cesser de faire affaire avec Boeing. Le Canada gèle les discussions sur un achat d'environ 5,2 milliards de dollars pour 18 chasseurs Super Hornet de Boeing. Un contrat presque conclu qui menace soudainement de tomber à l'eau. Les retombées diplomatiques sont immédiates et graves. Septembre 2017. Le département du commerce des États-Unis donne raison à Boeing. Il impose un tarif préliminaire de 219%, puis encore 80% de plus en octobre 2017. Si on arrondit ce premier tarif, 220%. Devinez où Airbus a trouvé le nom de son avion en reprenant le programme. Mais pour Bombardier, cela ressemblait à la fin. En même temps, Boeing allait apprendre une leçon très coûteuse sur les conséquences inattendues. Bombardier saigne de l'argent. Les coûts de développement du C-Series ont explosé, dépassant les 4 milliards de dollars. Les ventes ralentissent pendant le conflit commercial. Le gouvernement du Québec intervient avec un financement d'urgence, mais ce n'est pas suffisant. Boeing a désespérément besoin d'un partenaire, n'importe lequel. Boeing se retire. Encore une fois. La pensée de l'entreprise est claire, Bombardier n'a plus d'option. Le programme va mourir. Problème réglé. Puis, en octobre 2017, alors que les tarifs à 292% de Boeing sont toujours en vigueur, Airbus réalise le coup le plus audacieux de l'histoire de l'aviation. Ils prennent une participation majoritaire de 50,01% dans le programme C-Series. Pour zéro cash. Juste une promesse d'investir plus d'argent si le programme en avait besoin. $0 pour un avion neuf à plus de 6 milliards. $0 pour la technologie que Boeing ridiculisait comme non rentable. $0 pour l'appareil qui domine maintenant le marché des petits monocouloirs. Boeing n'a pas juste offert à Airbus un concurrent, il leur a donné une arme prête à l'emploi et la guerre commerciale a accéléré la passation. Airbus obtient tout. Un avion parfaitement dimensionné pour un segment où il galérait. L'accès aux clients que Boeing verrouillait depuis des décennies. Un remplacement pour son vieillissant A319. Ce que l'A318 n'a jamais réussi à être. Une technologie qui complète parfaitement sa gamme actuelle. Bombardier gagne en stabilité. Un réseau mondial de vente qui peut vraiment vendre les avions. Une infrastructure et un soutien qu'une petite entreprise canadienne ne pourrait jamais fournir seule. Mais Airbus ne s'arrête pas là. Ils jouent leur coup de maître. Ils ouvrent une ligne d'assemblage finale à Mobile, Alabama. Le risque tarifaire ? Complètement éliminé. L'avion sera construit sur le sol américain par des ouvriers américains.
La ligne d'assemblage finale de Mobile a non seulement neutralisé les risques tarifaires, mais aussi amélioré l'image politique aux États-Unis, en créant des milliers d'emplois en Alabama et a donné confiance aux compagnies aériennes comme Delta dans les chaînes d'approvisionnement locales. Ils rebaptisent l'avion Airbus A220. Et l'humiliation finale, janvier 2018. La Commission américaine du commerce international, USITC, tombe unanime 4-0. Elle statue que Bombardier n'a causé aucun préjudice à Boeing. Les tarifs de 292% sont totalement annulés. L'USITC a conclu à l'unanimité que Bombardier n'avait causé aucun tort à Boeing. Aucune vente perdue et surtout, Boeing n'avait aucun produit équivalent, dévoilant la faiblesse des arguments protectionnistes. Boeing n'a pas seulement perdu l'avion, il a aussi perdu la guerre commerciale. Sur le sol américain, par une décision du gouvernement US. Boeing est passé de moqueur à incapable de rivaliser contre une menace de marque Airbus dans un segment qu'il avait totalement abandonné. Et la 220 est sur le point de devenir tout ce que Boeing redoutait. Le segment des avions de 100 à 150 sièges devrait nécessiter plus de 3000 appareils dans les 20 prochaines années, selon les prévisions Airbus Embraer, un marché que Boeing a délaissé, laissant Airbus prendre le contrôle. Les compagnies adorent l'A220. Des coûts d'exploitation ultra bas, une cabine silencieuse. Parfait pour les routes longues et peu fréquentées, les liaisons courtes à haute fréquence, et la montée en gamme depuis les jets régionaux. Ils réalisent des missions d'avions gros porteurs avec l'économie d'un petit jet. Même si les E-Jet E2 d'Embraer sont aussi en lice, l'A220 se démarque par son design inédit, sa cabine plus large pour un vrai 2.2 sans squeeze et son impressionnante autonomie de 3400 milles nautiques sur le 300. L'A220-300 offre aussi plus de capacité que le 195 E2. La cerise sur le gâteau, Airbus pourrait encore l'allonger. La question n'est plus si, mais quand, disent-ils. Delta devient le plus grand opérateur mondial d'A220. Elle déploie l'appareil sur des routes allant de courts sauts de 185 milles entre LaGuardia et Boston à des vols transcontinentaux dépassant 2300 milles entre Seattle et Washington Dulles. La polyvalence est incroyable. Prenez la liaison New York-LaGuardia-Dallas. Autrefois un trajet en E75 ou A319, désormais un saut efficace en A220-300 qui remplace les flottes classiques sur des lignes business à haute fréquence. Delta exploite les deux versions, l'A220-100 pour les courtes liaisons régionales, le plus grand A220-300 pour les missions longues. Ils s'en servent pour concurrencer Boeing sur des marchés où ils dominaient, des routes business à haute fréquence, des services transcontinentaux peu fréquentés. JetBlue voit le même potentiel. Elle commande jusqu'à 100 A220-300 pour remplacer sa flotte vieillissante d'Embraer E190. La compagnie a déjà retiré ses E190, l'A220 offrant davantage de sièges premium. Itinéraire caribéen, vols transcontinentaux, tout ce qui se trouve entre les deux. Puis il y a Breeze Airways, une toute nouvelle compagnie bâtie autour des capacités de l'A220. Fondée par David Neeleman, le gars qui a créé JetBlue, Breeze prouve qu'on peut construire un modèle économique entier autour de cet avion. Ils ont commandé 90 A220-300 et pourraient exploiter jusqu'à 400 appareils, selon Neeleman. Route transcontinentale comme Providence-Los Angeles avec des tarifs de base des $99. Des routes jusqu'ici non rentables avec des jets plus gros. Les commandes de nombreuses autres compagnies continuent d'arriver. Air France, Qantas, Air Canada. Le carnet de commandes a explosé après Airbus. 940 commandes fermes aujourd'hui, preuve que le programme a été propulsé au sommet par Airbus. 465 avions livrés et en service. Il comble le vide entre les gros jets régionaux et l'A320 Neo. Il rafle les routes qui étaient autrefois le pain quotidien de Boeing. Les sociétés de leasing l'adorent aussi, avec beaucoup de commandes passées par les plus grands loueurs mondiaux. La réponse de Boeing, le 737 MAX 7. Et il a du mal. C'est un euphémisme. Il ne peut pas rivaliser avec le poids de l'A220. Ni son carburant consommé, ni son autonomie ou son confort cabine. Face à face, l'A220-300 compte 120 à 150 sièges, 3400 milles nautiques d'autonomie et consomme moins de carburant par siège que le MAX 7 qui propose 138 à 153 sièges, 3800 milles nautiques, mais des coûts d'exploitation plus élevés. Le MAX 7 est coincé dans des retards de certification.
désormais repoussé à 2026 à cause de problèmes de système anti-givre des moteurs. Trop gros pour être efficace, trop petit pour rivaliser avec l'A320 Neo. Boeing n'a pas d'alternative sortie de zéro. Et avec la crise du MAX et les problèmes de qualité de production, il n'a plus la capacité de développer quoi que ce soit de nouveau. La crise du MAX, 21 mois d'immobilisation, arrêt de production, a encore vidé les caisses, anéantissant toute chance d'un rival neuf dans ce segment à court terme. Le vide que Boeing a ignoré est juste devenu un autre trou dans son offre produit. Alors, pourquoi Boeing a-t-il fait une erreur aussi énorme ? Peut-être un excès de confiance dans la gamme 737. Peut-être la peur qu'un petit avion tout neuf dévoile les limites vieillissantes du 737. Ils ont mal compris les besoins des compagnies aériennes. Ils ont pensé que Bombardier ne décrocherait jamais assez de commandes. Ils croyaient que l'avion était trop cher pour réussir. Bombardier partage aussi une partie de la faute. Dépassement de coûts énormes de plus de 6 milliards de dollars, entrée tardive sur le marché en 2016, et des ventes mondiales trop faibles qui l'ont laissé vulnérable sans partenaires riches. Mais la vraie raison est plus profonde. Boeing avait une culture d'entreprise qui décourageait les dépenses pour de nouveaux développements. Wall Street récompensait les rachats d'actions, pas l'investissement à long terme. Boeing n'a pas ignoré la C-Series parce qu'elle était sans importance. Ils l'ont ignorée parce que reconnaître son importance aurait signifié construire un avion complètement neuf. Et ils ne voulaient pas dépenser cet argent, le profit à court terme, plutôt que la stratégie à long terme. Et si Boeing avait collaboré entre 2008 et 2010, ils auraient aujourd'hui un avion neuf de 100 à 150 sièges, combinant la technologie de la C-Series avec les volumes du 737, peut-être 50% de marché, et un frein à la montée en puissance des avions à fuselage étroit d'Airbus. Le chemin était clair, s'associer tôt avec Bombardier, co-développer la C-Series, racheter le programme avant Airbus, l'utiliser comme base pour un véritable successeur du 737. Une nouvelle famille d'avions étroits et petits. Protéger leur part de marché sans guerre commerciale. Garder de bonnes relations avec le Canada. Éviter de donner à Airbus une arme de nouvelle génération. Chacune de ces options aurait été meilleure que ce qui s'est réellement passé. Ignorer Bombardier, poursuivre Bombardier en justice, perdre le procès, regarder Airbus rafler la mise. Boeing a eu de multiples occasions de bien faire. Mais ils ont toujours choisi la mauvaise option. Pour Boeing, la C-Series était une occasion d'évoluer, de miser sur l'innovation plutôt que sur les procès. Au lieu de ça, Boeing a préféré une vision à court terme au détriment d'une stratégie durable. Ils ont choisi les tribunaux plutôt que les laboratoires d'ingénierie. Et le résultat ? Airbus détient désormais l'avion dominant dans ce segment. L'A220 remporte des commandes, séduit les compagnies aériennes et s'impose comme l'avenir du marché des avions de 100 à 150 places. En aviation, ignorer l'innovation ne la fait pas disparaître. Ça signifie juste que quelqu'un d'autre en profite.